Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Divorce par combat. Au Moyen Âge, personne ne divorçait tout simplement. Il ne s'agissait pas simplement de prendre un avocat, de signer quelques papiers, de partager les biens et de choisir chez qui les enfants allaient passer Noël. En Allemagne médiévale par exemple, les couples se battaient. Les différends entre époux étaient réglés par le combat conjugal. Il existe un livre écrit en 1467 par un escrimeur allemand nommé Hans Stahlhofer, et ce livre contenait des illustrations montrant comment les maris et leurs épouses pouvaient s'affronter lorsqu'ils ne parvenaient plus à se mettre d'accord sur les moindres détails. Et vous vous demandez peut-être quelle est la distinction entre les hommes et les femmes. Après tout, nous sommes à l'époque médiévale et beaucoup d'hommes faisaient la guerre tandis que les femmes étaient plus ou moins obligées à rester à la maison ou de travailler dans les champs. Et pour compenser la différence d'aptitude au combat, l'épouse bénéficiait de certains avantages. Le mari devait creuser un trou d'1 mètre de large jusqu'à la taille, puis se lier une main dans le dos avant d'être placé dans le trou. Et la femme devait apporter 3 cailloux enveloppés dans du tissu pesant de 1 à 5 livres. Et pendant que l'homme était coincé dans son trou, la femme pouvait encercler la zone autour du bord de la fosse. Et l'homme devait céder sa massue au juge s'il sortait de la fosse avec une main ou un bras. Et pendant ce temps-là, la femme n'avait pas vraiment le droit de le frapper avec ses cailloux sous peine de perdre une de ses 3 pierres. Ces règles désavantageaient très nettement l'homme, mais il ne faut pas oublier qu'il est très peu probable que la femme ait suivi un quelconque entraînement en combat et que les hommes de l'époque étaient très généralement des soldats prêts à combattre dans les guerres, ce qui leur donnait un avantage certain. Si l'homme perdait, il était sorti de son trou et exécuté sur la place publique. Mais si la femme perdait, elle était placée dans un trou et enterrée vivante. Et le divorce par combat n'était pas vraiment un duel frivole utilisé pour régler un différend. C'était une affaire judiciaire très sérieuse avec des règles et des règlements très compliqués. Mais il est compréhensible que dans des circonstances aussi extrêmes, le divorce par combat et d'autres formes de procès par combat entre hommes et femmes aient existé, comme le prouve le fait que les règles de ce duel ont été écrites et qu'elles existent encore aujourd'hui. Mais ces combats étaient une sacrée façon de se défaire d'un mariage, ou de sa vie. Brun momie. Le brun momie, ou brun égyptien, est un pigment bitumineux brun très riche. Et il est défini comme la teinte intermédiaire entre l'ambre brûlé et l'ambre brut, était l'une des couleurs préférées des pré-raphaélites. Et ce pigment a été créé au Moyen-Âge à partir de la myrrhe et des restes broyés de momies égyptiennes, humaines et félines. Mais les momies guanches des îles Canaries ont également été utilisées à cette fin. Le pigment était d'une transparence étonnante, ce qui permettait de l'utiliser pour des glacis, des ambres, des tanchères et des dégradés. La couleur unique avait tendance à se fissurer et sa composition et sa qualité étaient extrêmement variables, car le pigment contenait de l'ammoniac et des particules de graisse. Et ces teintes étaient également plus susceptibles d'affecter les autres couleurs avec lesquelles elle était utilisée. Et l'une des peintures les plus recherchées et les plus célèbres de Martin Drölling, peintre alsacien, intitulée Intérieur d'une cuisine et exposée au musée du Louvre, fait un usage intensif du brin de momie. Et historiquement, la demande de brins de momie dépassait largement l'offre de vraies momies égyptiennes, ce qui a conduit à la substitution occasionnelle de cadavres contemporains d'esclaves et de criminels. Et en 1564, un vendeur de momies d'Alexandrie a exposé 40 spécimens qu'il prétendait avoir fabriqués lui-même. Mais le brin de momie a commencé à perdre en popularité à la fin du 19e siècle lorsque sa composition est devenue largement connue des artistes. Par exemple, Edward Burne-Jones, artiste pré-raphaélite, aurait enterré cérémonieusement son tube de brin de momie dans son jardin lorsqu'il aurait découvert la véritable origine du pigment par respect pour les momies. Et en 1915, la demande pour le brin de momie avait chuté et au XXe siècle, la production de ce pigment avait largement cessé en raison de la diminution constante du nombre de momies disponibles et de demandes. Le brin de momie était l'une des teintes préférées des pré-raphaélites, qui rejetaient l'art classique au profit du réalisme et des sujets naturels. Mais on ne sait pas précisément quelles peintures de cette période ont été réalisées avec du brin de momie. Mais des artistes comme Eugène Delacroix, Sir William Beechley et Edward Burne-Jones sont tous connus pour en avoir acheté. Pour fabriquer ce pigment, les momies étaient transportées d'Égypte puis broyées en Europe pour être revendues.
Et outre la fabrication de teintes et de peintures, la poudre de momie était également prescrite par des médecins qui pensaient que son ingestion pouvait guérir un grand nombre de maladies. Préformationnisme. Les sciences biologiques en étaient à leur phase primitive pendant les siècles obscurs et les gens de l'époque avaient des concepts très bizarres sur la reproduction humaine. Dans l'histoire de la biologie, le préformationnisme ou la théorie de la préformation, appelée aussi la théorie de la préexistence, est une théorie très populaire qui proposait que les organismes se développaient à partir de versions miniatures d'eux-mêmes. Les préformationnistes pensaient que la forme des êtres vivants existait réellement avant leur développement. La théorie suggère que tous les organismes ont été créés en même temps et que les générations suivantes se développaient à partir d'homoncules ou d'animacules qui existent depuis le début de la création. Ces théories étaient généralement guidées par des croyances religieuses. Et le terme homoncule désigne un corps humain minuscule et entièrement formé. Et l'on pensait historiquement qu'il habitait une cellule germinale et qu'il avait la capacité d'augmenter de taille et donner naissance à un être humain adulte. Homunculus signifie petit homme ou petite personne en latin, et les philosophes naturels ont représenté un homunculus comme une personne minuscule contenue dans un spermatozoïde individuel, et cette représentation a été utilisée pour expliquer le développement humain dans l'utérus. Nicolas Hartsocker a dessiné une personne minuscule à l'intérieur d'un spermatozoïde en 1695. Et les limitations technologiques de l'époque ne permettaient pas vraiment d'expliquer mécaniquement l'épigénèse. Il était donc bien plus simple et bien plus commode de postuler l'existence d'organismes miniatures préformés et qui se développaient conformément à des lois mécaniques. Cette explication était d'ailleurs si convaincante que certains naturalistes ont même affirmé avoir vu des animaux miniatures préformés dans des œufs et des plantes miniatures dans des graines. Et même après la découverte des spermatozoïdes en 1677, la croyance n'a fait que se renforcer. Visite chez le médecin. La médecine moderne dont nous bénéficions aujourd'hui a été précédée par des millénaires de tâtonnements et d'erreurs. Et au Moyen-Âge, les remèdes aux maladies mortelles étaient souvent pires que la maladie elle-même. Des remèdes comme les pilules et les lotions en mercure qui empoisonnaient lentement le malade jusqu'à sa mort, aux traitements comme les saignées qui aggravaient l'état du patient. Ces traitements étaient généralement administrés par des guérisseurs et des médecins plus ou moins expérimentés. Cela dépendait en grande partie de ce que vous pouviez vous permettre. Et même en dehors des périodes de peste, une minuscule égratignure pouvait provoquer une infection mortelle et entraîner la mort. Et dans une telle situation, la présence d'un médecin signifiait souvent que la fin était très proche et que les membres de la famille commençaient à se préparer au deuil. À supposer que les gens aient cherché à consulter un médecin ou qu'ils aient eu les moyens de le faire. Et à l'époque, les gens croyaient très fermement que les maladies du corps étaient le résultat des péchés de l'âme et qu'il suffisait de prier et de méditer pour les guérir. Près de 85% des habitants du Moyen-Âge étaient des paysans et la plupart des médecins de l'époque n'avaient qu'une formation très limitée. En fait, la plupart d'entre eux n'avaient aucune formation formelle, hormis les idées et les traditions transmises d'une génération à l'autre. Pour les classes les plus pauvres, les sages-femmes locales étaient connues pour fabriquer des médicaments et des potions à base de plantes. Et les apothicaires étaient également une option pour les personnes qui pouvaient se permettre d'acheter des médicaments rudimentaires. Et si vous aviez besoin d'une amputation ou de soins dentaires, un chirurgien barbier ou un chirurgien général vous arrachait les dents et pratiquait des saignées ou vous amputez d'un membre. Pour les personnes fortunées, un médecin était convoqué, ainsi que la famille et les serviteurs qui répondaient alors aux questions concernant le malade. Et la plupart des médecins médiévaux pensaient que les maladies étaient causées par un déséquilibre des 4 éléments. Et ces enseignements étaient basés sur les méthodes aristotéliciennes et hippocratiques. Les médecins prêtaient donc attention au fluide corporel du patient. Il était également courant de goûter l'urine d'un patient pour établir un diagnostic. Ils appliquaient même des sangsues pour aspirer le sang du malade. Et les maladies mentales étaient stigmatisées au Moyen-Âge et généralement considérées comme des visites de Satan ou de l'un de ses serviteurs. Il était censé pénétrer dans le corps à cause des sorcières, des sorciers, des démons, des diablotins et d'autres créatures maléfiques. Et de très nombreux médecins médiévaux étaient également prêtres et pensaient que seule une guérison spirituelle était nécessaire pour les troubles mentaux.
La pratique brutale de la trépanation était parfois pratiquée, et elle consistait à percer un trou dans le crâne du patient pour permettre aux esprits maléfiques de sortir du corps. Le berceau de Judas. L'époque médiévale en Europe, qui s'est étendue sur environ 10 siècles, était probablement pire que l'enfer pour les personnes qui enfreignaient la loi. Enfin, pour certains. Les récits d'actes horribles commis à cette époque font frémir les gens, même aujourd'hui. Et les développements technologiques tels que la boussole, l'horloge mécanique, les moulins à vent, les lunettes et les instruments de torture sont également devenus la norme pendant cette période. Et des centaines d'instruments de torture très brutaux ont été conçus et créés dans le seul but d'infliger de la douleur à autrui. Le berceau de Judas, ou la chaise de Judas, est probablement l'un des plus célèbres et des plus terrifiants de ces dispositifs. La chaise guidée est l'invention d'un Italien, prétendument utilisée par l'Inquisition espagnole. Elle a été conçue par Ippolito Marzilli pour s'occuper des hérétiques. Et plusieurs tortionnaires opéraient le berceau de Judas. Une personne était responsable tandis que les autres l'assistaient. Et l'instrument a été créé quelque part autour du XVe et du XVIe siècle en Espagne, lorsque l'Inquisition était toujours en cours. Et chaque jour, de nouvelles techniques de torture très créatives ont été mises au point afin de faciliter le processus pour les tortionnaires. Les tortionnaires étaient rémunérés et leur tâche consistait à obtenir les informations ou les aveux requis de la part des victimes. Et l'utilisation de ce dispositif était plus courante vers la fin de l'époque médiévale. Et si le berceau de Judas avait avant tout une vocation religieuse, il était aussi souvent utilisé contre des opposants politiques. Le berceau était un siège pyramidal en bois ou en métal sur lequel la victime était placée, les mains et les pieds étaient attachés pour l'empêcher de déplacer son poids. Et bien sûr pour décupler la douleur. Et au moindre mouvement, le bord pointu de la pyramide était lentement enfoncé dans les parties intimes de la victime, ce qui lui causait une douleur insupportable. La torture durait des jours et les dommages qu'elle causait étaient permanents. Pour aggraver les choses, les tortionnaires ajoutaient des poids pour faciliter l'effet, ce qui entraînait parfois la mort par empalement. Les victimes qui refusaient de parler étaient soulevées et jetées sur le berceau de Judas à plusieurs reprises au cours des interrogatoires. Et à l'époque, les dirigeants pensaient que torturer les gens à l'aide du berceau de Judas ou d'autres dispositifs était le seul moyen de progresser en tant que communauté et de filtrer les menteurs et les hérétiques. Et les récits des siècles obscurs ont révélé que le but de ce traitement inhumain était de tenir la foi catholique à l'écart des impuretés. La peste noire. Les dirigeants n'étaient pas les seuls à torturer les gens durant les siècles obscurs. La nature s'en prenait également à eux. La peste noire, également appelée mort noire, était une pandémie de peste bubonique qui a dévasté l'Eurasie occidentale et l'Afrique du Nord entre 1346 et 1353. Elle est considérée comme la pandémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité et aurait causé la mort de 75 à 200 millions de personnes. La pandémie a atteint son apogée en Europe entre 1347 et 1351. Elle a été causée par la bactérie Yersinia pestis transmise par les puces. Cependant, pendant la peste noire, la bactérie a également pris une forme secondaire. Selon les experts, elle a commencé à se propager par contact interhumain via des aérosols, ce qui a donné lieu à des pestes septicémiques ou pneumoniques. C'est en fait le début de la deuxième pandémie de peste dans la région. Et elle a provoqué des bouleversements démographiques, religieux, sociaux et économiques qui ont profondément affecté le cours de l'histoire européenne. Mais l'origine de la peste est très contestée. Les analyses génétiques modernes suggèrent que Yersinia pestis aurait évolué dans les montagnes de Tian Shan, à la frontière entre le Kyrgyzstan et la Chine, il y a environ 2600 ans. Elle a été introduite pour la première fois en Europe lors du siège de port de commerce génois de Kaffa, en Crimée, par la Horde d'Or, un empire turco-mongol héritier de Gengis Khan, et ce, sous le règne de Janibeg en 1345. Et depuis la Crimée, il a été transporté par des puces vivant sur le dos des rats qui se trouvaient sur les navires génois. Les preuves suggèrent qu'une fois arrivé sur le rivage, la peste noire s'est principalement propagée d'une personne à l'autre sous forme de peste pulmonaire, ce qui explique pourquoi elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et la peste noire a été considérée comme la deuxième plus grande catastrophe naturelle à frapper l'Europe à la fin du Moyen Âge.
On estime qu'elle aurait tué de 30 à 60% de la population du continent européen et qu'elle a également anéanti environ un tiers de la population du Moyen-Orient. Il est possible qu'elle ait réduit la population mondiale de plusieurs centaines de millions de personnes au XIVe siècle. D'autres épidémies de peste se sont produites tout au long de la fin du Moyen-Âge. Et à cause de cela et d'autres facteurs, la population du continent n'a pu retrouver son niveau avant le XVIe siècle. En réalité, la peste a continué de hanter l'Europe et la Méditerranée tout au long de 2 siècles. Selon Jean-Noël Biraben, elle était présente quelque part en Europe chaque année entre 1346 et 1671. Des épidémies de peste ont été observées dans le monde entier jusqu'au début du XIXe siècle. La Grande Famine. La Grande Famine a frappé l'Europe entre 1315 et 1317. C'est la première d'une série de crises à très grande échelle qui ont dévasté l'Europe au début du XIVe siècle, et la majorité du continent européen a été touchée par cette famine désastreuse. Elle a causé de nombreux décès pendant un grand nombre d'années et elle a également marqué la fin de la relative période de croissance et de prospérité qui avait débuté au XIe siècle et s'est poursuivie jusqu'au XIIIe siècle. Et la Grande Famine a commencé par de mauvaises conditions météorologiques au printemps 1315. Les mauvaises récoltes ont duré tout au long de l'année 1316 jusqu'aux récoltes de l'été 1317. L'Europe n'a pas pu se remettre complètement des effets de la famine qu'en 1322. Et les mauvaises récoltes n'ont pas été le seul problème à cette époque. Il y a eu une épidémie de maladies du bétail qui a entraîné une chute drastique du nombre de moutons et de bovins. Et la période a été marquée par des niveaux extrêmes de criminalité, de maladies, de mortalité massive et de pratiques horribles, y compris le cannibalisme et l'infanticide dans des cas extrêmes. Elle a également eu de graves conséquences pour l'Église, l'État et les sociétés européennes. Les famines n'étaient pas inconnues dans l'Europe médiévale. En effet, des famines locales se sont produites dans le royaume de France au cours du XIVe siècle et dans le royaume d'Angleterre. Et outre la Grande Famine, il y en a eu d'autres en 1321, 1351 et 1369. Pour la majorité de la population, il n'y avait pas assez de nourriture et la durée de vie était donc relativement courte et brutale. Et survivre jusqu'à un âge avancé était un véritable combat du quotidien. Et le début de la Grande Famine a suivi la fin de l'optimum climatique médiéval, parfois appelé réchauffement climatique de l'an 1000 ou embellie de l'an 1000, au cours de laquelle la population du continent avait explosé. Entre 1310 et 1330, l'Europe a connu l'une des périodes de mauvais temps les plus graves et les plus durables du Moyen-Âge. Les hivers étaient rigoureux et les étés très froids et pluvieux. Les experts pensent que la famine a pu être précipitée par un événement volcanique et s'est produite pendant le petit âge glaciaire. Des pluies exceptionnellement fortes ont commencé à tomber sur la majeure partie de l'Europe au printemps 1315. Elles ont continué à tomber pendant tout le printemps et l'été, mais les températures sont restées froides, ce qui a entraîné une perte généralisée des récoltes. Les céréales ont été transportées et stockées à l'intérieur, la paille et le foin pour les animaux n'ont pas pu être séchés, il n'y a donc pas eu de fourrage pour le bétail. Les plaines anglaises ont été inondées et les prix des denrées alimentaires ont tellement augmenté que les paysans ne pouvaient même plus se payer du pain. Chevaliers du Temple. Les Templiers sont une institution médiévale qui a joui d'une richesse et d'un pouvoir considérables au cours de ses 200 ans d'existence. Mais cet immense pouvoir et cette richesse ont finalement conduit à sa chute désastreuse. Également connu sous le nom de Chevaliers pauvres du Christ et du Temple de Salomon, cet ordre militaire catholique a été fondé en 1119 et avait son siège sur la montagne du Temple à Jérusalem. Depuis qu'il a été approuvé par l'Église catholique romaine, l'ordre des Templiers est devenu une organisation caritative privilégiée dans toute la chrétienté, et le nombre de ses membres et son influence se sont accrus. Les chevaliers du Temple et leurs manteaux blancs distinctifs ornés d'une croix rouge étaient considérés comme les unités de combat les plus habiles des croisades. Ils étaient également très présents dans les finances chrétiennes. 90% des membres de l'ordre étaient des non-combattants et ils ont développé des techniques financières innovantes qui constituaient une forme précoce de système bancaire. Et ils ont pu construire un réseau de près de 1000 commanderies et fortifications à travers l'Europe et la Terre Sainte. Et des chercheurs modernes ont estimé qu'ils ont formé la première multinationale au monde.
et parce que les Templiers étaient étroitement liés aux croisades, lorsqu'ils n'ont pas été en mesure d'assurer leur possession en Terre Sainte, le soutien à l'ordre a très lentement décliné. Et ils avaient accumulé d'immenses quantités d'or au fil des ans et n'étaient tenus de rendre des comptes qu'au pape lui-même. Et leur richesse et leur pouvoir commençaient à inquiéter les ennemis, le plus important étant le roi de France Philippe IV, le Bel, qui a finalement mis fin à l'ordre. Les secrets entourant leur activité religieuse et leurs cérémonies d'initiation secrète ont suscité la méfiance et ont finalement servi de prétexte à l'exécution de nombreux Templiers de haut rang. Et pour arrêter les Templiers, il a violé la bulle pontificale Omne Datum Optimum, de sorte que même le pape n'a pas pu l'empêcher de s'en prendre aux chevaliers. Il a accusé les Templiers de s'engager dans des actes et des rituels blasphématoires. Ils ont été accusés de plusieurs péchés comme l'homosexualité, le refus d'observer des rituels sacrés et même d'adorer de fausses idoles. Et la plupart des Templiers ont été contraints de faire de faux aveux sous la torture malgré plusieurs tentatives de les sauver. Et le roi a déclaré 54 Templiers coupables et a ordonné qu'ils soient brûlés sur le bûcher. Et les Templiers ont été officiellement dissous par le pape en 1312. Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, fut acquitté et gardé en prison par le roi qui voulait qu'il révèle le trésor caché des Templiers. Jacques de Molay refusa et fut donc condamné à mort et lentement brûlé sur le bûcher à l'île aux Juifs, à Paris. Procès pour impuissance. Nous commençons par quelque chose d'un peu coquin. Mais saviez-vous qu'à l'époque médiévale, les hommes étaient littéralement soumis à une pression constante de performance au lit, à tel point qu'ils pouvaient être traduits en justice s'ils ne remplissaient pas leurs devoirs conjugaux. Oui, vous avez bien entendu, à l'époque médiévale, il existait un concept connu sous le nom de dette conjugale. Ce concept faisait essentiellement référence à l'obligation religieuse de deux partenaires mariés d'avoir des relations sur demande. Cela signifiait que les couples mariés devaient s'envoyer en l'air à la demande d'un des conjoints, et ceci, que l'homme ou la femme soit d'humeur ou non. Ils devaient s'exécuter si sa dulcinée l'exigeait. En fait, les choses étaient si intenses qu'une incapacité à faire l'amour pouvait littéralement constituer un motif de dissolution du mariage ou de divorce. Des choses comme l'impuissance, les troubles ou tout autre problème rendant le rapport et la procréation impossibles pouvaient être une raison suffisante pour qu'une femme décide de rompre le mariage et de chercher un autre homme capable de la satisfaire. Mais le plus gros problème pour les hommes qui n'étaient pas très enclins à coucher avec leurs femmes était l'impuissance, et il n'y avait aucune sympathie pour les hommes dans ces circonstances. Si une femme accusait son mari, le couple devait subir un procès dans la chambre à coucher. De la même manière que les femmes étaient autrefois entre guillemets inspectées avant les mariages pour prouver leur virginité, les hommes pouvaient également être traduits en justice par leur épouse si l'on soupçonnait une incapacité à consommer le mariage ou un désintérêt apparent pour la consommation. Ce type de pratique est d'ailleurs prouvé par plusieurs cas historiques, comme le cas du marquis de Gesvres et du marquis de Langely. Ces examens exigeaient l'inspection des parties génitales pour prouver que l'homme pouvait avoir une érection. Parfois, les juges insistaient pour obtenir des preuves plus élaborées que le couple pouvait consommer son mariage et demandaient l'épreuve du congrès. La fameuse épreuve obligeait un couple à essayer de copuler devant des témoins qui les regardaient fixement et prenaient des notes. Sympa. Si toutes les affaires n'allaient pas jusqu'au procès du congrès, les enquêtes préalables étaient très désagréables et les affaires de la chambre à coucher étaient exposées au jugement du public. Et si vous étiez riche, c'était encore pire. C'était le cas à la fin du XVIe siècle pour le baron d'Argentan, soumis à un procès pour impuissance sexuelle. Jusqu'à la fin de sa vie, il se battra d'ailleurs pour faire reconnaître sa virilité. D'ailleurs, le congrès était une pratique uniquement française, et en durant environ 100 ans sous l'Ancien Régime, cette pratique humiliante, réalisée en public, a été heureusement abolie en février 1677. Le célibat masculin. À l'époque médiévale, les gens, et plus encore les médecins, pensaient qu'il était possible de mourir de célibat. Mais heureusement, cela arrivait très rarement, selon ces mêmes médecins. Selon les croyances de l'époque, pour rester équilibré et en bonne santé, le corps avait besoin d'expulser régulièrement du liquide séminal. Si ce n'est pas le cas, par exemple parce que vous êtes un prêtre voué au célibat, le sperme pouvait s'accumuler, endommageant le cœur et provoquant des maux de tête, une perte de poids et, dans les cas les plus graves, la mort.
Mais vu que durant le Moyen Âge, les relations au mariage n'étant pas si répandues, les célibataires non religieux, confrontés au défi du célibat, avaient tendance à privilégier le remède le plus évident, mais ce n'était pas du tout conseillé. La bonne nouvelle, toujours selon les croyances médiévales, le corps se rééquilibre généralement par des émissions nocturnes de liquide séminal. Et la plupart des ecclésiastiques s'accordent à dire que ce n'est pas un péché, contrairement à la masturbation qu'il faut éviter. Selon les médecins de l'époque, des changements dans le mode de vie pouvaient également aider, parmi lesquels faire très attention à l'alimentation. Le liquide séminal étant fabriqué à partir d'aliments digérés, certains aliments en produisant bien plus que d'autres. Il fallait donc éviter les aliments très riches comme la viande rouge, le poisson étant bien meilleur. Et il fallait aussi se méfier du vin qui réchauffe à la fois l'estomac et les organes génitaux et provoque la lubricité. Les moines se soumettaient également très régulièrement à des saignées. L'interchangeabilité des fluides corporels permet de maintenir l'équilibre dans le corps des célibataires. Le célibataire qui suivait tous ces conseils pouvait respecter son vœu et rester sain de corps et d'esprit. Et selon toujours les mêmes théories, tous les fluides corporels sont des formes transformées de sang et leur origine commune les rend interchangeables. Par conséquent, en plus des saignées, les pleurs, par exemple les prières lacrymales, privilégiées par les personnes les plus pieuses, pouvaient également servir d'alternative au rapport. Le sang qui aurait été transformé en liquide séminal, produisant à la place des larmes. L'exercice et le bain, qui produisaient tous les deux de la sueur, étaient également utiles pour ceux qui souhaitaient pratiquer l'abstinence à très long terme. La braguette à l'air. Lorsque l'on pense à la mode masculine aujourd'hui, on imagine probablement un smoking ou quelque chose de sophistiqué. Mais comme vous pouvez vous en douter, il n'en a pas toujours été ainsi. Et à l'époque médiévale, la mode masculine était en fait assez colorée. Et alors que nous associons la mode masculine au fait d'être couverts dans des vêtements élégants aujourd'hui, les hommes étaient en fait encouragés à prendre des risques intéressants en matière de mode. Par exemple, les anglo-saxons de l'époque médiévale portaient des tuniques, des pantalons à pinces et des chaussures en cuir à lanière. Ils utilisaient des ceintures et des gaines pour attacher leur ensemble et s'assurer qu'ils étaient bien ajustés. Tout ceci n'est pas très bizarre, mais attendez la suite. À cette époque, la braguette était également très répandue, mais à l'époque médiévale, elle n'avait pas tout à fait la même signification. Ces pièces couvraient à peu près les organes génitaux des hommes, mais elles en laissaient voir le contour. Les femmes pouvaient donc voir de très loin la virilité d'un homme. De plus, les tuniques des hommes étaient assez courtes. Combinées aux braguettes, il était assez facile pour un homme d'exhiber ses attributs sans pour autant montrer la réalité. En outre, les hommes étaient également connus pour porter de longues chaussures pointues. Plus les chaussures étaient longues et pointues, plus l'homme était considéré comme riche. En fait, certains hommes portaient des chaussures si longues qu'elles devaient être renforcées par des os de baleine pour pouvoir être portées. Examen d'urine. Il s'agit en réalité d'un concept très intéressant qui, pour être honnête, a touché aussi bien les hommes que les femmes. Aujourd'hui, de nombreux médecins connaissent l'analyse d'urine, qui consiste à tenter de diagnostiquer une maladie potentielle en examinant l'urine d'un patient. Cependant, l'analyse d'urine trouve ses origines à l'époque médiévale et même bien avant chez les Égyptiens. Mais comme tout ce qui a des origines anciennes, il y a fort à parier que ces anciens ont poussé les choses à l'extrême. Par exemple, l'analyse d'urine moderne vérifie principalement les niveaux de pH dans l'urine. Elle se base sur les niveaux d'acidité ou d'alcalinité pour déterminer les maladies possibles. Au Moyen Âge, il n'y avait aucun moyen de déterminer si l'urine était acide ou alcaline. Les médecins de l'époque examinaient donc littéralement tout le reste de l'urine, sa couleur, sa fréquence, son débit et même son goût. Oui, vous avez bien entendu, je n'envie pas le gars qui devait faire la dégustation. À l'époque médiévale, les médecins étaient particulièrement attentifs à la couleur de l'urine. Ils pensaient que la couleur de l'urine d'une personne pouvait déterminer si elle était en bonne santé ou non. Si l'urine était claire, il n'y avait pas vraiment de problème. Mais si elle était foncée, cela indiquait immédiatement un problème de santé. Si votre urine est verte, vous êtes au bord du gouffre et vous devriez probablement rentrer chez vous et commencer à rédiger votre testament. Mais l'utilisation la plus étrange des examens de l'urine était pour tester la virginité. On croyait que l'urine d'une vierge était plus fine et plus claire et qu'elle urinait plus délicatement et plus longtemps qu'une femme entre guillemets corrompue. Mais comme la plupart des hommes n'étaient pas vraiment médecins,
et qui n'avaient même pas les moyens de se payer un médecin juste dans le but de vérifier la virginité de leur épouse, ils ne pouvaient pas effectuer ces tests. Ils s'attendaient cependant à ce que leur épouse ressente des douleurs et qu'elles aient des saignements lors du premier rapport amoureux. Et certaines femmes, qui n'étaient pas entre guillemets pures selon les critères de l'époque, avant leur mariage, organisaient la cérémonie de façon à avoir leurs règles lors de la nuit de noces. Il existait également des substances permettant de feindre la virginité, la poudre de mûre étant très efficace à cet égard. Il existe même des documents historiques sur des mariées italiennes qui s'insèrent des sangsues pour que le sang sorte et que l'homme soit trempé. Il fallait vraiment vouloir se marier pour prendre de tels risques, bien que l'exactitude de tels récits soit plus ou moins discutable. Le poids de la chevalerie. Tout le monde sait à peu près en quoi consistait le fait d'être chevalier à l'époque médiévale. Nous les avons tous vus dans les films. Ce sont les héros resplendissants qui débarquent et sauvent la mise en secourant une demoiselle en détresse tout en repoussant de nombreux assaillants. Mais dans la vraie vie, la chevalerie n'était pas aussi guindée qu'on pourrait le croire. Par exemple, en tant que chevalier, il fallait être incroyablement fort et agile sous peine d'être tué. Et si l'on considère qu'il fallait brandir une épée plusieurs fois et porter un bouclier, on peut dire que le travail est assez fatigant. Pour devenir chevalier, il fallait être capable de soulever une épée pesant entre 1,5 et 2 kg et un bouclier pesant de 1 à 4 kg. Mais ce n'est pas le pire, il reste encore l'armure. La cotte de maille portée sous l'armure pesait environ de 13 à 15 kg, répartis essentiellement sur les épaules et le haut de la poitrine, ce qui oppresse grandement la respiration. Et vous deviez quand même porter certains éléments tels que des cuirasses et un casque. Comment pouvait-on espérer se battre en traînant tout ce poids? Et les femmes pouvaient également être chevaliers. Il y avait deux façons de devenir chevalier. En détenant des terres en vertu d'un droit de chevalier, ou en étant fait chevalier ou intronisé dans un ordre de chevalerie. Il existe des exemples des deux cas pour des femmes. Par exemple, l'ordre de la Hache, Orden de la Hacha en Catalogne, était un ordre militaire de la chevalerie pour femmes, fondé en 1149 par Ramon Berenguer, comte de Barcelone, pour honorer les femmes qui s'étaient battues pour la défense de la ville de Tortosa contre une attaque des morts. Et les dames admises dans l'ordre recevaient de nombreux privilèges, dont l'exemption de tous les impôts, et elles avaient également la préséance sur les hommes dans les assemblées publiques. Pas mal. Des maladies atroces. Au Moyen-Âge, les gens devaient faire face à beaucoup plus de misère qu'aujourd'hui. La plupart des gens connaîtront un simple rhume au cours de leur vie, peut-être une infection dentaire, voire même une ou deux fractures. Mais au Moyen-Âge, les maladies étaient endémiques et ont tué des millions de personnes. Une mauvaise hygiène, un régime alimentaire déficient et des idées bizarres en matière d'assainissement ont été à l'origine de tous les maux, de la peste à la tuberculose. Parmi les maladies les plus répandues au Moyen-Âge, citant la malaria, la diphtérie, la variole, la lèpre, la syphilis et la dysenterie. Et toutes ces maladies entraînaient très souvent la mort et étaient principalement dues à des croyances très bizarres en matière d'hygiène. Si vous étiez un paysan au Moyen-Âge, vous ne preniez probablement un bain qu'une ou deux fois par an. Et la plupart des gens n'avaient pas vraiment accès à de l'eau très potable. Les gens du Moyen-Âge ne se promenaient pas vraiment dans des rivières propres et ne buvaient pas dans des ruisseaux limpides et clairs. Et ils étaient souvent obligés de boire de l'hydromel brut pendant qu'ils travaillaient toute la journée dans les champs au lieu d'eau fraîche. Ils n'avaient aucune idée qu'ils déshydrataient leur corps et se rendaient vulnérables à des maladies mortelles. Il y avait aussi le problème des eaux usées. Et les fosses d'aisance, l'équivalent des fosses septiques modernes, étaient généralement partagées par plusieurs familles d'une même communauté et commençaient très vite à poser des problèmes de santé. Pendant les périodes d'explosion démographique, tout le monde allait aux toilettes au même endroit, chose qui créait une sorte de marécage de déchets humains. Il y a même un conte médiéval qui raconte l'histoire de Roger the Raker qui était tombé à travers les planches pourries de ses latrines et s'est retrouvé dans sa propre fosse d'aisance à Londres jusqu'à en mourir. Enfin, l'hygiène ne figurait pas vraiment parmi les priorités de la plupart des paysans médiévaux. Ce n'est qu'au XVe siècle que le savon a été produit pour la première fois à partir d'huile, de chaux, de cendres et de farine. Mais ce n'était pas le premier savon. Les Babyloniens savaient déjà fabriquer du savon 2800 ans avant Jésus-Christ.
Mais les gens de l'époque n'avaient aucune idée que le fait de se laver les mains pouvait prévenir les maladies, ils passaient donc directement des toilettes à la table du dîner. Bon appétit. Les desserts répugnants. En parlant d'appétit, si vous deviez vous asseoir pour un repas de 10 services au Moyen-Âge, il y a de très fortes chances que vous ne puissiez pas dépasser l'entrée. Les habitudes alimentaires ont énormément changé au cours des derniers siècles, et les repas d'antan seraient considérés comme épouvantables selon les critères d'aujourd'hui. Bien sûr, de nombreux repas peuvent sembler familiers. Les personnes du Moyen-Âge mangeaient du pain, des légumes, de la bouillie, de la viande et même des pâtes. Mais ils mangeaient également des choses comme des cygnes rôtis, des paons cuits, des chats bouillis et des hérissons épicés. Et en l'absence des divertissements que nous connaissons aujourd'hui, ils ont même trouvé des moyens de rendre le dîner bien plus intéressant. Ils ont créé ce qu'on appelle une tourte vivante, c'est-à-dire une pâtisserie farcie de grenouilles vivantes. Votre serviteur, parce qu'il n'y avait que les riches qui pouvaient se le permettre, apportait une tourte qui, à la surprise de tous les convives, n'était qu'une pâte à tarte posée sur un plat, et le convive qui devait essayer de découper la tourte était surpris par plein de petites grenouilles qui en sortaient. Mais la tarte servait essentiellement à briser la glace et à amuser les gens, pas à manger. Et un autre repas extrêmement populaire au XVIIe siècle était le castor. C'était un repas particulièrement apprécié par l'Église catholique qui considérait le castor comme un poisson. Comme le castor était un excellent nageur et qu'il était considéré comme une délicieuse friandise, l'Église l'a qualifié de poisson et a autorisé tout le monde à manger du castor les vendredis pendant le carême. La colonne des souhaits. Depuis plus de 1000 ans, il se passe quelque chose de très particulier à la Hagia Sophia ou Sainte Sophie en Turquie. La Sainte Sophie a été construite à l'origine comme une cathédrale, une église orthodoxe grecque en 360 après Jésus-Christ. Ensuite, lorsque Constantinople a été reprise par l'Empire ottoman en 1453, elle est devenue une mosquée. Et en 1935, elle sera transformée en musée, puis en 2020, elle est redevenue une mosquée. La structure est fantastique et c'est un excellent exemple de l'architecture religieuse du début de l'Empire romain d'Orient. Mais le sujet principal d'aujourd'hui est ce que l'on appelle la colonne suante, c'est-à-dire un trou légendaire dans lequel les gens enfoncent leurs pouces depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui encore, les touristes qui visitent la Hagia Sophia pour faire un vœu introduisent leurs pouces dans le trou mystérieux et le remuent un peu. La légende veut que si votre doigt se mouille en touchant la colonne, cela signifie que votre vœu sera exaucé, ou bien que vous serez guéri d'une maladie. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que le trou est humide en raison de l'humidité qui s'accumule à la surface de la colonne, mais selon la légende du Moyen-Âge, c'est grâce à Saint Grégoire, le faiseur de miracles, que le trou s'est formé. En l'an 1200, la colonne se serait mise à suinter un liquide curatif. Depuis lors, les gens se rendent en pèlerinage au prétendu trou de guérison dans l'espoir d'un miracle. Le livre des démons. À l'époque médiévale, presque tout le monde croyait en l'existence d'êtres surnaturels, en particulier de démons et d'esprits. Et en 1577, le Pseudo-Monarchia Daemonum a été publié en annexe d'un livre sur la nature des démons. L'auteur en était le médecin et démonologue néerlandais Johan Vier. Et c'est à cette époque que la hiérarchie des démons que nous connaissons aujourd'hui a été établie. Les gens ont commencé à croire aux princes et aux ducs de l'enfer, et il y avait toute une famille royale de démons, certains plus importants que d'autres. Et il est vrai que les médiévaux croyaient déjà à la sorcellerie, à la diablerie, aux anges et aux démons, mais ce nouveau manuscrit a poussé les choses dans le domaine de l'extravagance. Soudain, il y avait 69 démons sur lesquels les gens pouvaient se renseigner dans le livre. Chaque démon et sa position en enfer étaient impeccablement détaillés, ainsi que les règles et les rites nécessaires pour les conjurer. Vous savez, au cas où vous vouliez passer du temps avec eux. Le livre suggérait que les gens pouvaient conjurer n'importe quel démon qu'ils voulaient de sa maison en enfer, et ensuite forcer ce démon à faire ce qu'il voulait. Mais le problème avec ce livre, c'est que tout le monde y croyait, alors que ce n'était pas vraiment le cas. Il s'agissait simplement d'un livre écrit par un médecin fasciné par l'occultisme. Il n'avait aucune signification scientifique ou religieuse, et pourtant, les gens l'ont pris pour la vérité. Mais n'oublions pas que le taux d'alphabétisation était assez faible à cette époque et que les livres étaient très chers, surtout réservés à la classe supérieure comme les nobles et le clergé.
Et la plupart du temps, les livres étaient lus à voix haute. Et donc, si une personne analphabète entendait ces choses de la bouche d'une personne en position de force, il y avait de très grandes chances qu'elle y croie. Et à la fin du XVIe siècle, les gens, un peu partout en Europe, se sont retrouvés enfermés à l'intérieur, essayant de conjurer d'obscurs démons tels que Barbas, Zagan, Volak, Gomori ou je ne sais quoi encore. Chasse aux chats. Vous avez déjà entendu parler des chasses aux sorcières, mais le Moyen-Âge n'était pas une époque idéale pour être un chat non plus. À l'époque médiévale, et à partir du XVe siècle, les chats ont pris un caractère sinistre en Europe. Le félin est devenu une représentation du mal, de la sorcellerie et de la vulgarité et de la luxure féminine. Et dans la tradition médiévale, les gens pensaient que la seule façon de se débarrasser d'un objet maléfique était de le brûler. Et pendant des centaines d'années, de l'Angleterre à la Pologne, les gens ont brûlé des chats en masse parce qu'ils croyaient sincèrement qu'ils accomplissaient l'œuvre du Seigneur. Tuer des chats était considéré comme un acte bienveillant au même titre que brûler des sorcières ou pratiquer un exorcisme. En Belgique par exemple, le 2 mai de chaque année avait lieu un événement appelé Kattenstoot, fête des chats. Les habitants de la ville rassemblaient tous les chats qu'ils pouvaient trouver, grimpaient au sommet d'un clocher et les jetaient dans la rue et y mettaient le feu. Il s'agissait de l'une des pires traditions brutales et insensées à laquelle se livraient les peuples médiévaux. Le festival des chats a été aboli en 1817 avant d'être rétabli en 1955, mais rassurez-vous, cette fois il célèbre les chats au lieu de les jeter des clochers. Et la prochaine édition est prévue pour le 12 mai 2024. Mais c'était loin d'être le seul festival en Europe créé spécifiquement pour tourmenter les félins. À Paris, la tradition voulait que le roi de France allume un très grand bûcher sur la place de Grève. Il mesurait jusqu'à 30 mètres de haut, on y posait des fagots, des pétards, des feux d'artifice, des fleurs, des guirlandes, des couronnes et un sac rempli de 24 chats. La foule se régalait de ce cruel spectacle et les Parisiens couraient même récupérer les cendres, pensant que cela portait bonheur. Et au début du XVIe, on y ajouta également un renard pour donner plaisir à sa majesté. Et en 1648, Louis XIV n'a que 10 ans lorsqu'il doit allumer le feu de la Saint-Jean. Sûrement choqué par tant de barbarie, il décide de mettre fin au supplice des chats, au grand désespoir du public. La lémurie. Au Moyen-Âge, la croyance en un continent mystérieux a commencé à se répandre dans les milieux sociaux. Connu sous le nom de Lémurie, il s'agirait d'un continent perdu situé très loin de l'Europe, au milieu de l'océan Indien. La Lémurie abritait autrefois une race d'humains éteints qui possédait 4 bras, des organes reproducteurs mâles et femelles en même temps, et qui était un étrange hybride d'humains et de lémuriens. En termes plus simples, les Européens du Moyen-Âge croyaient en une terre perdue, peuplée d'hommes-singes à 4 bras. Et au fur et à mesure que les rumeurs se répandaient, les légendes devenaient de plus en plus étranges et les scientifiques ont commencé à s'y intéresser de très près. L'idée a fait son chemin et au XIXe siècle encore, on croyait toujours que la lémurie se cachait quelque part dans l'océan. En 1864, le zoologiste britannique Philip Lutley Sclater a rédigé un article sur la lémurie et l'a publié dans le Quarterly Journal of Science. À la même époque, le biologiste allemand Ernest Haeckel a affirmé que la lémurie était une terre secrète dont les premiers Homo sapiens auraient pu être originaires avant de migrer vers l'Asie. Les gens ont commencé à considérer la lémurie comme le berceau de l'humanité. Mais quelques décennies plus tard, l'idée de la lémurie sera jugée ridicule. Mais en 2013, des scientifiques ont trouvé sur l'île Maurice des preuves de l'existence d'une vaste masse continentale dans l'océan Indien. La légende de la lémurie s'est donc avérée presque vraie, mais pas la partie concernant l'ancienne race de lémuriens. Anguimania. L'anguille était l'une des denrées les plus importantes de l'Angleterre médiévale. Et de nos jours, il ne reste que très peu d'anguilles en Grande-Bretagne, à l'exception des tartes à l'anguille qu'il est possible de déguster à Londres. Mais il y a plus de 500 ans, l'anguille était une véritable obsession. Ce poisson, ressemblant à un serpent, était utilisé par les citoyens médiévaux pour tout, de l'achat de nourriture au paiement de leur loyer. Pour vous donner une idée de l'évolution du paysage depuis le Moyen-Âge, écoutez ceci. L'anguille était autrefois l'un des aliments les plus populaires en Angleterre. Les gens mangeaient plus d'anguilles que n'importe quel autre poisson d'eau douce et on en trouvait dans presque tous les plans d'eau du pays.
Elles étaient très abondantes et très faciles à attraper, si bien que tout le monde en mangeait tout le temps. Et les Anglais en pêchaient tellement d'anguilles des rivières qu'elles sont aujourd'hui presque disparues. Mais au XIe siècle, les propriétaires acceptaient toutes sortes de paiements farfelus pour le gîte et le couvert. On pouvait payer son loyer en œufs, en épices, en maïs ou même en bière. Et à la fin du XIe siècle, plus de 540 000 anguilles étaient payées chaque année en Angleterre en guise de loyer. Défense sacrée. Au cours de l'histoire, les institutions religieuses n'ont jamais été en sécurité. C'est le cas des églises européennes qui n'ont pas toujours été les sanctuaires que l'on croit aujourd'hui. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'Europe, les monastères et les églises ont été victimes de groupes d'assaillants avides et d'armées d'invasion. À partir du Moyen Âge, les pays ont commencé à construire des églises fortifiées pour les protéger. Mais personne ne sait exactement où cela a commencé. Mais la mode a pris son essor avec beaucoup d'enthousiasme en Transylvanie, en Roumanie, principalement à cause des offensives ottomanes. Et tout au long du Moyen Âge, plus de 300 églises fortifiées y ont été construites. Il s'agissait d'églises et de monastères entourés de fortifications massives, des murs de pierre élaborés, des tours de défense, des créneaux et des soldats ont même été mis en place pour protéger les prêtres et les moines et tous les trésors conservés à l'intérieur. L'idée était que si les églises étaient fortifiées, elles ne pourraient pas être rasées par une force adverse. Et il était très important de protéger ces structures sacrées, car elles représentaient généralement une source de revenus très importante pour un lieu donné. L'église était une affaire importante et la protéger par des murs solides s'est avéré être une solution de génie. En Transylvanie, une région fréquemment assiégée par des Ottomans en colère, les églises fortifiées ont constitué une amélioration considérable. Les gens ne vivaient plus dans la crainte constante d'être pillés et détruits. Les nécromanciens. Jusqu'au XIIIe siècle en Europe, les sorcières, les esprits maléfiques, la sorcellerie et la pratique de la magie ne faisaient pas l'objet d'une grande croyance. Les vampires, les monstres et les nécromanciens étaient connus, mais leur croyance n'était pas très répandue. Les personnes ordinaires croyaient aux sorcières, mais ils n'avaient pas peur que leurs enfants soient emportés sur des balais dans la nuit. Mais tout cela a changé au XIIIe siècle. Des traductions latines de textes sur la magie et l'astrologie ont fait leur apparition en Europe. Il était plus facile que jamais de se procurer des livres, et nombre d'entre eux traitaient de démonologie et de sorcellerie. Cela a ravivé la croyance en la sorcellerie et a finalement conduit à l'hystérie des chasses aux sorcières. Tout a commencé par la distinction de deux types de magie. Certains experts de l'époque ont proposé la magie naturelle, magia naturalis, plus scientifique et compatible avec le christianisme. D'autre part, il y avait la nécromancie, également connue sous le nom de magie noire, et il s'agissait d'une magie utilisée pour contrôler les esprits ou les démons, une magie utilisée par les praticiens pour exploiter le pouvoir du monde des esprits. Le fait est qu'au Moyen Âge, les nécromanciens étaient considérés comme une menace bien réelle. Il s'agissait de personnes censées pouvoir utiliser des connaissances secrètes pour dominer les démons et les êtres maléfiques. Ils pouvaient communiquer avec les morts, invoquer les esprits pour exécuter leurs ordres et étaient investis d'un grand pouvoir d'outre-tombe. Et bien que les nécromanciens n'aient jamais vraiment existé, du moins les scientifiques affirment qu'ils n'ont jamais existé, les gens du Moyen Âge étaient toujours terrifiés par eux. Le zodiaque médiéval. Le zodiaque était bien plus populaire au Moyen Âge qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous connaissez peut-être quelques personnes qui sont obsédées par leur signe astrologique et qui scrutent constamment l'horoscope. Mais en Europe médiévale, il s'agissait d'une obsession collective. Presque tout le monde croyait que tout ce qui se passait dans sa vie était dicté par le soleil, la lune et les étoiles. Ce que Saturne et Mars faisaient ce jour-là dans l'espace influencerait directement ce qui leur arrivait sur Terre. Et les 12 signes du zodiaque étaient les mêmes il y a 500 ans. Mais ils servaient à bien plus qu'à donner une vague description. Prenons par exemple cet horoscope à la fin du XVe siècle, qui fait partie d'un guide d'astrologie conservé à la bibliothèque des collections spéciales de l'Université d'Amsterdam. Il s'agit de l'horoscope d'un Verseau. Il indique que lorsque le soleil se trouve dans le Verseau, c'est-à-dire dans le sud-ouest, on peut construire des maisons, semer ses cultures, planter ses cultures et emménager dans une nouvelle maison. On peut également pratiquer une saignée et faire tout ce qui ne dure que peu de temps. Les querelles et les batailles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais il n'est pas recommandé de voyager sur de longues distances.
On peut également acheter ou vendre du bétail et tout autre animal pourvu qu'il ait 4 pattes. C'est également un très bon moment pour se marier, mais un très mauvais moment pour s'entraîner. Toutes ces informations auraient une incidence directe sur le moment où les gens faisaient toutes ces choses, qu'il s'agisse de se marier ou de vendre une vache. La Terre plate. L'une des croyances les plus répandues au Moyen-Âge est que la Terre est plate. Or, ce n'est pas du tout vrai, et c'est une idée reçue moderne sur les gens du Moyen-Âge. Il n'est pas vrai non plus que Christophe Colomb a eu du mal à financer son expédition vers l'ouest parce que les gens craignaient qu'il ne tombe du bord de la Terre. En réalité, et aussi étrange qu'ait été le Moyen-Âge, tout le monde ne croyait pas une Terre plate. Christophe Colomb et la plupart des personnes instruites en Europe savaient que la Terre était ronde. En réalité, ce sont les Grecs qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, ont compris que la Terre était un globe et ont calculé les dimensions de la planète. Et si c'est vrai, pourquoi la plupart des gens pensent-ils que les Européens du Moyen-Âge étaient des adeptes de la Terre plate? La réponse nous vient de la fin du XIXe siècle. Selon le professeur Jeffrey Russell, le mythe de Christophe Colomb et de la Terre plate vient d'un certain Washington Irving qui a écrit une histoire sur Christophe Colomb en 1928. Irving affirme que les experts du XVe siècle ont refusé de financer le voyage en raison de leur croyance en une Terre plate. Irving a fait ces affirmations dans le cadre d'une rébellion du XIXe siècle contre l'Église et son histoire de dénigrement de la science. Utérus errant. Les anciens Grecs avaient des idées assez originales sur le corps féminin et son anatomie. Et ils avaient cette croyance très étrange que l'utérus d'une femme célibataire était un être complètement indépendant à l'intérieur de la femme. Il pouvait donc se détacher de sa place d'origine dans le corps et se déplacer où il le voulait. Et selon les médecins et scientifiques grecs, Platon ou Hippocrate en tête de Pluton, cela produisait des symptômes tels que l'hystérie, les convulsions et la suffocation. Et l'idée a même persisté après que les médecins ont appris que l'utérus s'était maintenu en place et ne pouvait pas réellement se déplacer. Cela s'appelait l'utérus errant et a été conceptualisé par un médecin nommé Edward Jordan qui a publié le livre Suffocation de la mère en 1603. Cependant, l'une des premières descriptions d'un utérus errant est venue d'Arétéus ou Aréthée, un médecin de Cappadoce. Il était le contemporain de Galien au IIe siècle de notre ère et a écrit que l'utérus pouvait se déplacer et flotter dans le corps. Il a même été décrit comme un animal à l'intérieur d'un animal ou une chose vivante à l'intérieur d'une autre chose vivante. Oui, c'est bien vrai. Et pour empêcher l'utérus de migrer à l'intérieur du corps des femmes, les médecins ont souligné que les filles devaient se marier jeunes et avoir autant d'enfants que possible. Et si un utérus avait déjà commencé à se déplacer, les médecins fumigeaient la tête des patients avec du soufre. Et ils frottaient également des lotions aux senteurs douces entre les cuisses afin que l'utérus s'éloigne des odeurs désagréables du soufre et se rapproche de l'arôme plus agréable pour se réinstaller là où il devait se trouver. Toupie humaine. Pendant le Moyen-Âge, la maladie mentale était principalement perçue comme une possession par un démon ou d'autres forces maléfiques. Mais beaucoup des remèdes pour les maladies mentales étaient donc des formes horribles de torture infligées à des personnes vulnérables et trop malades pour se protéger. Les médecins de l'époque croyaient que la maladie mentale était causée par des déséquilibres d'humeur, des troubles sanguins, des forces maléfiques ou une congestion du cerveau. Et une méthode incroyablement douloureuse de traitement des troubles mentaux a été inspirée par le travail de l'excentrique Erasmus Darwin, le grand-père du très célèbre Charles Darwin. Il s'agit de la thérapie rotationnelle et elle était mise en œuvre selon l'une des deux méthodes. Une chaise ordinaire était suspendue au plafond avec des cordes attachées aux pieds. La personne malade était attachée dans cette chaise et les cordes étaient utilisées pour la faire tourner jusqu'à ce qu'elle soit mise en rotation. Dans l'autre méthode, une tige était fixée au sol et au plafond à l'aide de barres de fer. Un bras horizontal y était ensuite fixé et ce bras était employé pour suspendre une chaise ou un lit et faire tourner le patient. Les bases derrière les théories de Darwin sur ce traitement n'étaient pas vraiment fiables. Il avait observé des enfants se faisant tourner eux-mêmes pour induire le vertige. Il riait et tombait ensuite. Cela lui avait semblé un état utile à induire chez les malades mentaux. Les patients étaient donc tournés comme des toupies jusqu'à ce qu'ils promettent d'obéir au médecin et de guérir. Aussi simple que ça. Et une fois qu'ils s'engageaient, les médecins les libéraient et les autorisaient à dormir et à récupérer.
Mais comme prévu, une fois le choc passé, les patients étaient toujours malades mentaux, ce qui signifiait qu'il fallait recommencer la procédure. Optométrie au Moyen Âge. Tout ce qui concerne l'œil en médecine est effrayant et très inconfortable. Mais si vous viviez au Moyen Âge, la chirurgie ophtalmique était une horreur complètement différente. À partir des années 1100 et 1200, les gens ont commencé à se forger de nouvelles opinions scientifiques entre guillemets, sur le fonctionnement de la vision. Et l'une des croyances les plus anciennes avait été avancée par Aristote qui affirmait que la lumière émanait des objets et pénétrait dans les yeux des personnes pour stimuler leur vision. C'était une théorie assez ancienne et farfelue. Et la plus récente, des années 1200, venait de Pierre d'Espagne, un professeur de médecine et penseur avancé de son époque. Il avait une théorie selon laquelle l'esprit humain se trouvait à l'intérieur du cerveau et qu'il passait à travers les nerfs optiques de l'œil avant de toucher un objet dans le monde, puis revenait dans l'œil avec une idée de ce à quoi ressemblait cet objet en particulier. La théorie du médecin était beaucoup plus absurde que celle du philosophe. Pierre d'Espagne, l'homme qui pensait que l'esprit sortait de l'œil, a écrit un livre en 1276 pour instruire les médecins sur la façon de traiter les maladies des yeux. Et ils avaient plusieurs options de traitement différentes à choisir. L'une d'entre elles était de mélanger de la grenade, de l'agremoine, du sucre et du vin blanc, puis de faire couler cette solution directement dans l'œil. Et si vous ne pouviez pas trouver ces ingrédients, la solution était de prendre de la bile d'une hirondelle ou d'une perdrix et de la mélanger à du jus de racines de fenouil. En d'autres termes, du vomi d'oiseau et du fenouil. Et bien qu'il n'y ait pas vraiment besoin d'évoquer les véritables horreurs de l'ablation de la cataracte, en gros, un médecin médiéval qui vous arrache la chair du globe oculaire, on va évoquer un autre remède de Pierre d'Espagne. Pour soigner les démangeaisons des yeux pendant la saison des allergies, il existait un traitement très simple. Il suffisait de prélever l'urine d'un jeune garçon vierge à jeun, de la mélanger avec du vin blanc, puis de faire bouillir dans une marmite avec de la rue des jardins et de la sauge. Enduisez vos yeux avec ce mélange et vous êtes prêt pour la saison des allergies qui plus est a déjà commencé. Mercure. Le mercure est un élément réputé pour être extrêmement toxique. Mais à l'époque, cette substance toxique était couramment employée comme élixir et médicament topique. Les anciens Perses et Grecs considéraient que c'était une pommade très utile. Et les alchimistes chinois du IIe siècle appelaient ce liquide précieux le vif-argent. Ils croyaient que le sulfure de mercure rouge était capable d'augmenter la longévité et la vitalité. Pendant plus de 3000 ans, le mercure et ses dérivés ont servi comme médicaments antiparasitaires, antisyphilis, antiprurigineux, antiseptiques, anti-inflammatoires, amalgames dentaires et substituts pour plein d'autres choses. Et certains guérisseurs garantissaient que leurs patients pouvaient devenir immortels et marcher sur l'eau en consommant des breuvages nocifs contenant des substances toxiques comme le mercure, le soufre et l'arsenic. Et l'une des personnes les plus célèbres qui en est devenue victime était l'empereur chinois Qin Shi Huang, et il est mort après avoir consommé du mercure qui était censé le rendre immortel. Et en Chine ancienne, le mercure était également utilisé comme médicament chirurgical dans la médecine traditionnelle chinoise. En Europe, le mercure et ses composés ont été de plus en plus utilisés comme médicaments au début du XVIe siècle et notamment après que son utilisation a été préconisée par Paracels. Entre la Renaissance et le début du XXe siècle, le mercure était un traitement populaire pour les maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis. Et certains experts disaient que cela aidait à lutter contre les infections, mais les patients mouraient souvent des dommages causés au foie et aux reins par l'empoisonnement au mercure. Veau cru et fumier de blaireau. Croyez-le ou non, les anciens Romains utilisaient en réalité du veau cru pour traiter la rage. Pour eux, c'était une sorte de folie effrayante, mais pas nécessairement mortelle. Les médecins modernes savent pertinemment que la rage est en réalité une maladie virale qui provoque une encéphalite chez les humains et d'autres mammifères. Mais historiquement, on l'appelait l'hydrophobie en raison du symptôme de la panique extrême chez les malades lorsqu'ils étaient présentés à des liquides à boire. Et elle commence par de la fièvre et des picotements à l'endroit de l'exposition, suivis de symptômes tels que des nausées, des vomissements, des mouvements violents, une excitation incontrôlée, la peur de l'eau, l'impuissance, la confusion et la perte de conscience. Une fois que les symptômes apparaissaient, le résultat est pratiquement toujours la mort, quel que soit le traitement.
Elle se propage lorsque l'animal infecté mord ou même griffe un autre animal ou une personne. Et l'exposition à la salive d'un animal infecté ou d'une personne infectée peut également transmettre l'infection. Et les Romains sont célèbres pour leur innovation, et la médecine n'a pas fait exception. Les médecins romains croyaient avoir trouvé un remède contre la rage. Selon eux, le veau cru et le fumier de blaireau étaient la réponse. Si une personne était mordue par un animal enragé, les médecins traitaient la plaie en l'enveloppant de veau cru. Le patient recevait également un mélange de graisse de porc et de chaux, et on faisait également boire au patient un terrible mélange fait de fumier de blaireau bouilli et de vin. Ce remède était censé nettoyer leur système. Ce traitement insensé était bien évidemment inefficace pour toute personne infectée par la rage. Il présentait également un risque d'infection de la plaie et des maladies gastro-intestinales. Mais on peut dire avec quasi-certitude que les pauvres patients infectés par la rage n'ont probablement jamais vécu suffisamment longtemps pour que cela se produise. Lavement. Un lavement, historiquement connu sous le nom de clistère, est une injection de liquide dans le gros intestin par le rectum. Alors que la version moderne est sûre, indolore et non infectieuse, cela n'a pas toujours été le cas dans la médecine traditionnelle. Les lavements étaient fréquemment employés pour soulager la constipation et pour nettoyer les intestins avant une procédure ou un examen médical. La première mention de lavement dans la littérature médicale a été trouvée dans le papyrus égyptien d'Ébers datant de 1550 avant Jésus-Christ, et dans lequel, et selon la mythologie égyptienne, le dieu Thoth a inventé le lavement. Et pendant le Moyen-Âge, les lavements étaient réalisés à l'aide de dispositifs appelés clistères, un long tube en métal avec une tasse attachée à l'extrémité. Le tube était introduit dans le corps par le fondement et un liquide médicinal était versé dans la tasse. Le liquide était ensuite introduit par le côlon du patient en effectuant une série de mouvements de pompage. Aujourd'hui, en médecine moderne, l'eau tiède est stérilisée et utilisée à cette fin. Mais autrefois, les choses étaient un peu plus nature. L'un des fluides les plus populaires qui trouvait son chemin dans un clistère était généralement une concoction de bile de sanglier. En 1753, un sac de lavement a été préparé en se servant d'une vessie de porc ou de bœuf et attaché à un tube que Johann Jakob Voigt a décrit comme une alternative à une seringue. Et plus tard au XVIIIe siècle, les Européens et plus tard les Américains ont adopté les lavements à la fumée de tabac. Oui, vous avez bien entendu. Les populations d'Amérique du Nord utilisaient cette méthode pour ressusciter les personnes noyées, et les kits de ressuscitation au tabac comprenaient une paire de soufflets et un tube. Ces lavements étaient censés guérir les maux de tête, l'insuffisance respiratoire, les rhumes, les hernies, les crampes abdominales, la fièvre typhoïde et même les épidémies de choléra. La trépanation. La trépanation n'est qu'une autre appellation pour la chirurgie crânienne, ou plutôt perçage crânien. Elle était pratiquée depuis l'âge de pierre, et les archéologues ont trouvé des preuves de la pratique de percer des trous dans le crâne d'anciens humains, probablement dans le cadre d'une opération médicale visant à soulager la pression à l'intérieur de la tête. Les preuves les plus anciennes datent d'environ 6000 ans, et cette méthode est restée en usage depuis. Les Romains et les Grecs pratiquaient la trépanation en perçant des trous dans le crâne des gens pour essayer littéralement de réparer leur cerveau. Cela a probablement commencé très tôt comme une sorte de rituel religieux pour ouvrir la tête afin que les démons possédant la victime puissent sortir. Mais rapidement, les gens réalisaient que les trous dans les crânes pouvaient traiter des afflictions comme des tumeurs, des convulsions, l'épilepsie et pouvaient même provoquer des changements positifs du comportement. Je ne vois pas vraiment comment, mais c'est ce que racontent les anciens textes. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. Au Moyen-Âge, en Europe, les trépanations n'étaient pas très populaires, mais étaient extrêmement populaires de l'autre côté du monde, au Pérou. L'anthropologue John Verrano croit que les Incas ont eu l'idée par accident lorsqu'ils pensaient les blessures sur le cuir chevelu des gens. Lorsqu'un de leurs guerriers était blessé, les médecins devaient enlever les os des fissures dans le crâne et ainsi, ils ont appris lentement comment le traitement des fractures du crâne pouvait avoir d'autres effets positifs. Et au XIXe siècle, la trépanation était devenue une pratique médicale acceptée. Mais c'était aussi le début de la neurochirurgie et d'une compréhension bien plus complexe du cerveau humain. La petite souris. Les Égyptiens de l'Antiquité sont connus pour leur immense connaissance et leurs concepts et pratiques futuristes. Et bien qu'ils aient été à la pointe dans des domaines comme la géométrie, l'ingénierie et la chimie, leur compréhension de la médecine était très différente de celle que nous avons aujourd'hui.
En raison de leur position géographique et de leur climat, les grains de sable étaient souvent mélangés à leur alimentation malgré leur effort de les éviter. Les anciens Égyptiens, qui avaient l'habitude de mordre dans des grains de sable, souffraient parfois de douleurs dentaires très sévères. Et après avoir mûrement réfléchi à la question, les médecins égyptiens ont conclu que les souris mortes étaient le remède à ce mal de dents. Ils écrasaient des souris mortes et d'autres substances avec une pâte qu'ils appliquaient directement sur leurs dents ou les gencives douloureuses. Alors là, ça change des bains de bouche à la menthe. Et si la douleur dentaire était trop sévère, une souris morte entière était placée dans la bouche du patient. Cependant, les anciens Égyptiens n'étaient pas les seuls à pratiquer cela, car ce type de traitement, à une échelle bien plus réduite, était également utilisé dans les campagnes anglaises pendant les années 1920. Personne ne peut dire avec certitude si ce traitement est efficace. Enfin si, mais nous avons la médecine moderne. Mais quiconque en entend parler de nos jours aura forcément des haut le cœur à l'idée de fourrer une souris entière dans sa bouche. Une autre croyance erronée des temps anciens était que les maux de dents étaient causés par des vers vivants à l'intérieur des dents. Cette hypothèse a conduit au développement de nombreux traitements terrifiants, notamment l'utilisation d'asticots ou de chenilles, d'une concoction d'œufs d'araignée et d'huile appelée jus d'araignée et du jus de cerveau de lapin mort. Bon appétit. Saignée. La saignée est un processus dans lequel le sang est retiré du patient afin de guérir des maladies ou de prévenir des maladies. Et autrefois, cela était fait soit par des médecins, soit par des sangsues. C'était basé sur d'anciennes croyances selon lesquelles le sang et autres fluides corporels étaient considérés comme des humeurs qui devaient rester en équilibre pour maintenir une bonne santé. Les historiens affirment que c'était la procédure médicale la plus courante pratiquée par les chirurgiens de l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pendant environ 2000 ans, cela était considéré comme une méthode scientifique réelle pour guérir des maladies. Mais en réalité, et dans la plupart des cas pendant les temps anciens, la saignée était en fait nuisible. Des passages du papyrus Ebers suggèrent que la saignée par scarification était une pratique acceptée dans l'ancienne Égypte. En effet, des sépultures égyptiennes antiques auraient contenu des instruments de saignée. En Grèce, cette pratique est devenue très populaire au 5e siècle avant Jésus-Christ, du vivant d'Hippocrate qui l'a également mentionné. La saignée d'un patient était en fait calquée sur le processus de menstruation, Hippocrate estimant qu'elle permettait de purger les femmes de leur mauvaise humeur. La saignée était également soutenue par la religion au Moyen Âge. Le Talmud recommandait un jour de la semaine et des jours du mois spécifiques pour les saignées. Et dans le traité de Shabbat, des règles similaires ont également été retrouvées. Dans les écrits chrétiens à l'époque médiévale, les diagrammes de saignée montraient également des sites de saignement spécifiques sur le corps en alignement avec les planètes et le zodiaque, ce qui signifie que la procédure était également influencée par l'astrologie. Cannibalisme thérapeutique. La médecine cadavérique, également appelée cannibalisme médical ou thérapeutique, est la consommation ou l'utilisation de parties du corps humain pour traiter des maladies. À l'époque, dans certaines sociétés, l'utilisation médicale et pharmacologique de parties du corps humain est devenue courante en raison de la croyance selon laquelle, étant donné que le corps humain pouvait se guérir lui-même, il pouvait également aider à guérir un autre corps humain. Cette croyance était partagée par différentes cultures, notamment l'ancienne Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, la Chine et la culture judaïque. Si vous étiez sujet à des maux de tête, aux crampes musculaires ou aux ulcères d'estomac dans l'Antiquité, les médecins pouvaient vous prescrire des remèdes basés sur la soi-disant médecine cadavérique. Il s'agissait en réalité d'une combinaison de chair humaine, de sang ou d'eau. Le cannibalisme médical sur le continent européen remonte à l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ. Marsilio Ficino, ou Marsile Ficin, un philosophe du XVe siècle, a écrit que les Romains buvaient le sang des gladiateurs tués pour absorber la vitalité des jeunes hommes forts. Et la pratique du cannibalisme médical a culminé en Europe au cours du XVIe siècle, et la pratique devenant courante en Allemagne, en France, en Italie et surtout en Angleterre jusqu'au XVIIe siècle. Le roi Charles II d'Angleterre, sur son lit de mort, consommait une infusion connue sous le nom de King's Drops, ou gouttes du roi, qui était fabriquée en se servant de crânes humains émiettés et d'alcool. Et la plupart des matières premières pour ces pratiques médicales étaient extraites de momies égyptiennes volées de leurs tombes, des crânes étaient prélevés sur des sites funéraires irlandais, et des médicaments produits à partir d'eau, de sang et de graisse humaine étaient censés traiter plusieurs maladies différentes.
Des élixirs étaient même produits en faisant tremper des corps momifiés dans du vinaigre ou de l'alcool pour traiter les saignements internes. Des crânes en poudre étaient utilisés pour soigner les afflictions de la tête et parfois mélangés avec du chocolat pour traiter l'apoplexie. Les Anglais traitaient également l'épilepsie en mélangeant de la poudre de crâne avec de la mélasse. La graisse humaine était également utilisée comme remède topique pour traiter les problèmes de la peau. Elle était appliquée directement sur la peau ou bien des bandelettes étaient trempées dans de la graisse puis appliquées sur les blessures. Bouse thérapeutique. Malgré leur système médical remarquable et bien organisé, les anciens Égyptiens avaient des pratiques et des méthodes incroyablement étranges pour traiter certaines maladies. Ils se sont servis de toutes sortes de choses dégoûtantes en tant que pommades et d'onguents topiques pour diverses afflictions. Le sang de lézard, les souris mortes et le pain moisi ont tous été appliqués sous forme de pâtes et de pansements sur la peau. Les femmes étaient parfois traitées avec de la salive de cheval pour guérir une libido altérée. Et l'un des remèdes les plus répugnants utilisés par les médecins égyptiens consistait à se servir d'excréments humains et d'animaux comme remède universel pour les maladies et les blessures. Le papyrus Ebers, encore une fois, de 1500 ans avant Jésus-Christ, indique que les excréments d'âne, de chiens, de gazelles et de crocodiles étaient tous très appréciés en tant qu'onguents en raison de leurs propriétés curatives. Il croyait également que cette matière fécale pouvait éloigner les mauvais esprits et les démons. Une série de traitements impliquant des excréments a également été mentionnée dans un livre de 1747 appelé Pharmacopoeia Universalis. Le livre indiquait que les fientes de corbeau, si elles étaient suspendues autour du cou des enfants, pouvaient soulager leur toux. Les fientes de pigeon pouvaient être utilisées pour traiter les troubles tels que la goutte, l'hémicranie et les vertiges si elles étaient chauffées, je cite violemment. Le livre indiquait également que 9 morceaux de déjection de rat consommés par une femme pouvaient supprimer les menstruations. Tu m'étonnes. Et le fumier de mouton était considéré comme très efficace pour traiter la jaunisse, les tumeurs spléniques et les verrues, tandis que les fientes de paon pouvaient guérir les vertiges et l'épilepsie. Et chez les Égyptiens, les déjections de crocodile mélangées à du miel servaient de contraceptifs. Et pour découvrir encore plus de pratiques scandaleuses qui étaient tout à fait normales pour les Égyptiens, clique sur cette vidéo.